Lors de la réception de mariage de ma sœur, l'écran s'est éclairé, stérile. Divorcé. Raté. Sans diplôme. Ruiné. La salle a éclaté de rire. Ma sœur a eu un sourire en coin, elle risquerait bien de pleurer. Ne riez pas trop fort. Maman a fait tourner son vin dans son verre. Papa a souri, c'est juste une blague, ma chérie. J'ai attrapé mon téléphone, puis j'ai tapé un seul mot, commencer. La salle a alors plongé dans un silence de mort. Je m'appelle Théa Lingrand. J'ai 32 ans. Avant de vous ramener au tout début, si vous aimez ce genre d'histoire, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous souhaitez sincèrement m'accompagner dans cette aventure, et indiquer votre situation géographique ainsi que leur local dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, le jour où je suis rentré de l'école et où j'ai trouvé mon avenir emballé dans un sac poubelle près de la porte d'entrée. J'avais 17 ans, j'étais en avant-dernière année de lycée. J'avais une moyenne générale de 3,6 et une pile de brochures universitaires sur mon bureau, dont 3 entourées en rouge. En franchissant la porte d'entrée cet après-midi-là, la première chose qui m'a frappé fut le silence. Ma mère, Gloria, était assise à la table de la cuisine avec ses lunettes de lecture, en train de trier des papiers. Mon père, Ray, était dans son fauteuil inclinable, faisant semblant de regarder les informations. Et ma sœur Vanessa, qui avait 13 ans à l'époque, était là-haut. Sa musique était si forte qu'elle faisait vibrer le ventilateur de plafond. « Assieds-toi, Théa » m'a d'abord dit ma mère. Pas de bonjour. Pas de « comment s'est passée ta journée ?» Juste « assieds-toi ». Elle a fait glisser une brochure de l'autre côté de la table. L'Académie Whitmore, une école privée située à environ 40 minutes de la ville. Vanessa a été acceptée, a-t-elle déclaré. Nous l'y inscrivons à l'automne. J'ai fixé la page des frais de scolarité. C'est 14 000 $ par an. C'est mon fonds d'études universitaires. Nous en avons discuté. Vous en avez discuté sans moi. Mon père a bougé dans son fauteuil. Il n'a pas levé les yeux. Vanessa en a plus besoin, ma chérie. Elle a des difficultés dans le public. Toi, tu t'en sortiras. Tu retombes toujours sur tes pattes. Je me tenais là, tenant la brochure d'une école où ma sœur irait grâce à l'argent que mes grands-parents avaient économisé pour moi. 14 000 $. 4 ans de chèques d'anniversaire et d'enveloppe de Noël de mon grand-père Earl. Tous réservés pour mon avenir. Et qu'en est-il de mon avenir, ai-je demandé. Ma mère a retiré ses lunettes. Ne sois pas dramatique. Ce soir-là, j'ai préparé un sac, en prenant les 83 $ qui se trouvaient dans le tiroir de ma table de chevet. De l'argent d'anniversaire que je n'avais pas encore déposé à la banque. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. La dernière chose que ma mère m'a dite alors que je passais la porte, tu reviendras. Tu as toujours besoin de nous. Je ne suis pas revenu. J'ai dormi sur le canapé-lit de mon amie Kayla pendant 2 mois. Sa mère, une infirmière qui faisait des doubles gardes, ne m'a pas demandé une seule fois de partir. Elle se contentait de laisser une assiette supplémentaire sur le comptoir chaque soir et disait « mange ». J'ai obtenu mon équivalence de diplôme, GED, à 18 ans. Entrant dans le centre d'examen un mardi matin avec un crayon à papier et en ressortant avec un certificat m'autorisant à continuer d'avancer. J'ai travaillé comme serveuse au bureau de dîner. L'équipe du matin, de 4 heures à midi. Les pourboires étaient meilleurs au lever du jour. Les gens sont plus généreux avant que leur journée ne les déçoive. Je me suis inscrite au Millbrook Community College cet automne-là. L'aide financière couvrait mes frais de scolarité. Je prenais en charge tout le reste grâce à 2 emplois, le restaurant et la mise en rayon dans un magasin de bricolage 3 soirs par semaine. C'est là que j'ai rencontré Jolene Marsh. Elle s'est assise à côté de moi en cours d'introduction au commerce, elle sentait l'huile de moteur parce qu'elle travaillait dans le garage de son oncle, et elle avait cette façon de vous regarder comme si elle avait déjà 2 coups d'avance sur tout ce que vous alliez dire. On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine, m'a-t-elle dit le premier jour. C'est le cas. Cool. Moi non plus. On sera amis. Elle n'avait pas tort. Pendant ce temps, chez moi, ma mère avait sa propre version des faits. Elle racontait aux voisins, au groupe de l'église, à quiconque voulait l'entendre, Théa est partie parce qu'elle était tue. Nous avons tout essayé.
Certains enfants ne veulent tout simplement pas être aidés. Vanessa a commencé à Whitmore cet automne-là. Nouveaux uniformes, nouveaux sacs à dos, mes fonds universitaires servant à lui ouvrir d'autres portes. Je n'y pensais pas. Je n'avais pas les moyens de le faire. Je pensais que le plus dur était derrière moi, jusqu'à ce que je rencontre Marcus. Marcus Delaney avait 23 ans quand je l'ai rencontré. Grand, charmant, doté de ce genre d'assurance qui ressemble à de la sécurité quand on en a cruellement manqué. J'avais 20 ans, je travaillais à plein temps, je prenais des cours à temps partiel et j'étais si fatigué que lorsque quelqu'un me tenait la porte en disant « Après vous », cela me faisait l'effet de l'amour. Nous nous sommes mariés quand j'avais 21 ans. Une petite cérémonie sur les marches du tribunal. Jolene était mon témoin et elle n'a pas dit un mot contre cette union, mais j'ai capté le regard qu'elle a lancé à Marcus lorsqu'il a oublié de me tenir la main pour la photo. Nous avons essayé d'avoir un enfant presque immédiatement. Marcus voulait des enfants, moi aussi. Mois après mois, rien. Au bout de 2 ans, je me suis rendu chez un médecin, seul. Il a dit que nous avions besoin d'examens complémentaires, tous les deux. Marcus a refusé. Il n'y a rien qui cloche chez moi, disait-il. C'est peut-être chez toi qu'il y a un problème. Il a répété cette phrase 6 fois au cours de l'année suivante. J'ai compté. Les disputes se sont aggravées. Il a commencé à rentrer plus tard, imprégné d'une odeur de bourbon et du parfum d'une autre. Quand je l'ai affronté, il a dit « Est-ce que tu peux m'en vouloir ? J'ai épousé une femme incapable de me donner un enfant. Nous avons divorcé quand j'avais 24 ans. » Il a raconté la même histoire à toute la ville. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? 9 mois après la finalisation de notre divorce, la nouvelle petite amie de Marcus a mis au monde un petit garçon. Ainsi, soit le problème n'était pas aussi simple qu'il le prétendait, soit l'univers possède un sens de l'humour particulièrement sombre. La réaction de ma famille à mon divorce, ma mère m'a appelé une fois, une seule. Elle m'a dit, je te l'avais bien dit. Mon père n'a rien dit. J'avais 24 ans, j'étais divorcé, seul au milieu d'un appartement vide. Et c'est précisément à cet instant que j'ai décidé que plus personne ne définirait qui j'étais. Je suis retourné aux études, mais pas dans un établissement de quartier cette fois. J'ai été transféré à l'université d'État, avec un emploi du temps complet, des bourses d'études et une obstination capable de tordre de l'acier. J'ai obtenu mon diplôme à 26 ans en administration des affaires, avec mention cum laude. Personne de ma famille n'était présent dans le public. Je n'ai pas envoyé d'invitation. Je n'avais personne à qui l'envoyer. J'ai pris un poste dans une petite entreprise de promotion immobilière à Ridgemont, à une trentaine de kilomètres de ma ville natale. J'y ai tout appris, les permis de zonage, les négociations de contrats, l'analyse de marché, et la façon de déchiffrer un bilan comptable à 2 heures du matin quand plus rien n'a de sens et que l'on ne tient debout que grâce au café et à la rancœur. À 27 ans, j'ai appelé Jolene. Elle gérait alors le garage de son oncle, en détestait chaque seconde, et décrochait le téléphone en disant pour tout accueil, « Quoi encore ? » « Je monte une boîte, lui ai-je dit. De la promotion immobilière. J'ai besoin d'une vice-présidente qui ne craint ni les tableaux Excel ni les entrepreneurs de chantier. Je n'ai peur d'aucun des deux. Je commence quand ? Crestline Property Development. C'était le nom. C'est Jolene qui l'avait choisi. Elle disait que cela faisait penser à quelque chose qui figurait sur la façade d'un immeuble, pas sur une carte de visite. Nous avons commencé modestement. Une maison saisie à Elmdale. Achetée pour 62 000 $. Rénovée en 4 mois. Revendue pour 145 000. Puis une autre. Puis 3 en même temps. 5 ans plus tard, Crestline gérait 3 projets de développement résidentiel et employait 12 personnes. Notre chiffre d'affaires atteignait 7 chiffres. J'ai gardé mon nom à l'écart du site web, des documents publicitaires et de tout ce qui était visible par le public. Jolene en était le visage officiel. Notre avocat, Bill Wexler, s'occupait de la correspondance juridique. Je ne me cachais pas par honte. Je me cachais parce que je voulais être jugé sur mon travail, et non sur l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis 15 ans. Et c'est alors que l'univers a abattu ses cartes. Notre plus grand projet, Maplewood Common, 40 logements résidentiels répartis sur 12 acres en dehors de la ville, un chantier de 3,2 millions de $, l'entreprise la plus ambitieuse de Crestline.
Nous avions besoin d'un entrepreneur général avec des équipes locales et une solide réputation. La meilleure option à moins de 150 km à la ronde s'appelait Patterson Construction, propriété de Frank Patterson, qui se trouvait être le père de Derek Patterson, lui-même fiancé à ma sœur, Vanessa. Je ne l'avais pas planifié. C'est le marché qui en avait décidé ainsi. Jolene a envoyé la lettre d'intention en mon nom. Toute la communication passait par elle. Frank Patterson n'a jamais rencontré la propriétaire de Crestline. Il savait simplement que les chiffres étaient incroyables et que cette lettre d'intention représentait le plus gros contrat jamais proposé à sa société. Frank s'en est vanté partout. Il l'a dit au Rotary Club. Il l'a dit aux employés du magasin de bricolage. Il l'a dit au Lingrand. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit dans l'esprit de ma maman. Je ne le savais pas encore, mais Gloria a commencé à faire pression pour que le mariage de Vanessa ait lieu rapidement. Avant que la lettre d'intention ne devienne un contrat signé, avant que l'encre ne sèche. Car dans l'esprit de ma mère, si Vanessa épousait un Patterson, le lien entre les deux familles serait scellé et le contrat deviendrait intouchable. La sécurité financière assurée, non par ses propres efforts, mais grâce au mariage de sa fille. Je n'ai appris cela que plus tard, par une conversation que Derek m'a rapportée. Ma mère avait dit à mon père lors d'un dîner, quand Vanessa sera une Patterson, cette affaire sera verrouillée. Pense à notre retraite, Ray. Mon père, comme toujours, n'avait rien dit. C'était donc là, l'argent de mon entreprise allait transiter par un contrat pour soutenir le mariage même où je serais relégué à la pire table de la salle. L'ironie ne pouvait pas être plus cinglante. Mais je ne savais pas encore à quel point elle le serait. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème aux bordures dorées. Vanessa Lingrand et Derek Patterson. Je n'avais pas reçu plus de 3 SMS de ma sœur en 2 ans, et voilà qu'elle m'invitait à son mariage. Jolene était assise en face de moi au bureau quand je l'ai ouverte. Elle a observé mon visage et a dit, « N'y va pas, c'est le mariage de ma sœur. » C'est un piège, Théa. Ils ne t'invitent jamais au dîner de famille. Ils ne t'appellent pas pour ton anniversaire. Mais ils te veulent là pour le seul événement où 200 personnes les regarderont être parfaits. Elle n'avait pas tort. Elle se trompait rarement. Mais il y avait une part de moi, cette petite part têtue de l'adolescente de 17 ans, qui voulait encore entrer dans une pièce remplie de Lingrand et être enfin vue. Pas comme la fille sans diplôme, pas comme la divorcée, juste comme Théa. J'ai accepté, mais je me suis préparé. Si je t'envoie le message commencé, ai-je dit à Jolene ce soir-là, j'ai besoin que tu fasses 2 choses. Premièrement, envoie le courriel de retrait de la lettre d'intention à Patterson Construction, celui que Bill a déjà rédigé. Deuxièmement, appelle Tyler. Tyler Brigg était notre prestataire audiovisuel. Nous l'avions engagé pour 3 événements de Crestline. Fiable, discret, et justement embauché par les Patterson pour gérer l'installation audiovisuelle de la réception au Oak Ridge Country Club. J'avais préparé une présentation de 6 diapositives. Tyler avait la clé USB. Si j'envoyais le mot « commencer », il basculait la diffusion. Jolene m'a regardé longuement. « Et si tu n'envoies rien ? Alors je rentrerai, j'enlèverai ma jolie robe et je ferai semblant d'avoir passé une excellente soirée. » Elle a versé 2 verres de bourbon. « J'espère que tu n'en auras pas besoin. » « Oui, ai-je répondu. »« Moi aussi. » Le lendemain après-midi, je me suis rendu à l'église dans la plus belle robe que j'ai jamais possédée, avec une bombe à retardement dans ma poche. La cérémonie avait lieu à Saint-Andrew. Je me suis assise sur le dernier banc, derrière une femme au chapeau lavande qui sentait le gardénia. Personne de ma famille ne m'a calculé. J'ai regardé mon père remonter l'allée au bras de Vanessa, avec ce regard fier et embué de larmes qu'il n'avait jamais dirigé vers moi. La réception s'est tenue au Oak Ridge Country Club. Nappe blanche, guirlande lumineuse, un groupe jouant du jazz doux. 200 invités, des hortensias frais sur chaque table. Chaque table, sauf la mienne. La table 14, située dans le coin du fond, juste à côté du couloir menant aux toilettes. Les fleurs étaient en plastique. Les chaises étaient bancales. Autour de moi se trouvaient 2 anciens camarades de pêche de mon père qui ne m'ont pas reconnu, un cousin éloigné sobre depuis seulement 3 semaines qui luttait visiblement pour le rester, et un siège vide. Ma mère est passée en se dirigeant vers la table d'honneur. Elle s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil à ma robe et a dit « Oh, tu es venu. C'est une jolie robe. En solde ?
Mon père m'a serré l'épaule, content que tu aies pu venir, ma chérie. Puis il a continué son chemin. Vanessa ne s'est pas approchée du tout. Elle m'a jeté un coup d'œil de loin. Le genre de regard que l'on réserve à une tache sur la moquette. Je me suis assise, j'ai ajusté ma serviette et je me suis dit que j'allais accorder 1 heure à cette soirée. C'est alors qu'une femme est apparue à mes côtés. D'un certain âge, les cheveux argentés, portant un blazer sur une robe bleue. Elle m'a serré dans ses bras avant même que je n'aie le temps de me lever. Théa Lingrand, mon Dieu, cela fait des années. C'était Madame Carol Whitfield, ma professeure d'anglais de l'avant-dernière année de lycée, aujourd'hui membre du conseil municipal. Elle s'est installée sur la chaise vide près de moi et a dit, « J'ai entendu parler de ce projet de Crestlin. Maplewood. Le conseil est très enthousiaste. » J'ai souri. Je n'ai ni confirmé ni démenti. J'ai juste souri. Elle m'a tapoté la main. Certaines choses parlent d'elles-mêmes, ma chère. Les discours ont débuté à 19h30. Ma mère est passée la première. Elle se tenait au micro dans une robe de couleur champagne qui coûtait probablement plus cher que mon ancien loyer, et a parlé de Vanessa comme si elle décrivait une succession de réussites incroyables. Ma fille, la lumière de notre famille, la première à être diplômée de l'université, la preuve que lorsque les parents investissent au bon endroit, les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai senti la main de Madame Whitfield se serrer sur mon bras. Gloria a continué, racontant comment Vanessa avait brillé à l'Académie Whitmore, comment elle avait obtenu son diplôme d'État avec mention, comment elle avait trouvé Derek, le partenaire idéal issu de la famille idéale. Chaque phrase était un coup de pinceau destiné à peindre Vanessa comme le soleil et, par implication, tout le reste, tous les autres, comme de simples ombres. Elle n'a jamais prononcé mon nom. Mais elle n'en avait pas besoin. Chaque compliment était une comparaison. Puis mon père est intervenu, très brièvement. Il a levé son verre et a dit, « Vanessa, tu es la plus belle chose que j'ai accomplie dans ma vie. » La salle a applaudi. Pas moi. À une table voisine, une femme s'est penchée vers son mari pour lui chuchoter quelque chose tout en me jetant un regard. Je n'entendais pas ces mots, mais je lisais la pitié dans ses yeux. Toute la salle connaissait l'histoire des sœurs Lingrand, la brillante et l'exclue. Madame Whitfield s'est penchée vers moi, « Est-ce que ça va ? » Ça va. Tu n'es pas obligé de dire que ça va. Je sais, mais c'est le cas. Ce n'était pas vrai. Mes mains étaient pressées à plat contre mes cuisses sous la table, mes doigts crispés jusqu'à en devenir blancs. 15 ans de silence, et mon père venait de déclarer devant une assemblée entière que sa plus grande réussite était la fille qu'il avait financée en volant mon avenir. J'ai attrapé mon verre d'eau, la main ferme, la respiration régulière. Je pensais que c'était le pire, mais Vanessa se dirigeait déjà vers la scène avec un sourire trop large pour être honnête. D'accord, tout le monde. Vanessa a saisi le micro comme une personne qui attendait cet instant depuis toujours. Avant de couper le gâteau, je veux faire quelque chose d'amusant, une petite taquinerie familiale. La foule a ri. Derek, assis à côté de la table du gâteau, a bougé sur sa chaise. Il souriait, mais ses yeux se sont tournés vers son père, puis vers moi. L'expression de son visage me disait qu'il ignorait lui aussi ce qui se préparait. La plupart d'entre vous connaissent ma grande sœur, Théa. Vanessa a pointé le doigt vers le fond, en direction de la table 14. Lève-toi, Théa. Je n'ai pas bougé, fidèle à ma réserve habituelle. Les rires ont repris. Vanessa a incliné la tête, simulant l'inquiétude. Ma sœur m'a appris tellement de choses en grandissant. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Une vague de ricanements a parcouru la salle, certains un peu gênés. Près du bar, une femme s'est cachée la bouche. Enfin, je l'aime, bien sûr. Ce soir, la vie de Théa est très instructive. Elle a marqué un temps d'arrêt pour l'effet dramatique, très professionnel, comme si elle s'était entraînée. Alors, j'ai préparé un petit support visuel juste pour s'amuser. Elle s'est tournée vers la cabine du DJ et lui a fait un signe de tête, envoie. J'ai regardé Derek. Il fixait sa femme avec une expression bien connue, celle de quelqu'un qui réalise qu'il assiste à un accident de voiture et qu'il est trop tard pour freiner. À la table d'honneur, ma mère a levé son verre de vin, affichant un léger hochement de tête satisfait. Mon père s'est adossé à son siège, le sourire aux lèvres, prêt à se divertir. L'écran de 60 pouces situé derrière la scène s'est allumé, et la sentence est tombée.
Le premier mot a frappé comme une gifle, stérile. Puis le suivant, divorcé. Puis, plus rapidement, raté. Sans diplôme. Ruiné. Seul. Chaque terme était accompagné d'une illustration, une alliance brisée, un berceau vide, une coiffe de diplômé barrée d'une croix rouge, un portefeuille vide, une silhouette assise dans la solitude. 200 invités ont fixé l'écran. Et ils ont éclaté de rire. Je dois m'arrêter un instant ici. Vous connaissez cette sensation d'être assise dans une pièce pleine de monde, où chaque personne rit, et où vous en êtes la cause? Non pas qu'il rit avec vous, mais de vous. De voir les pires épreuves de votre vie projetées sur grand écran, en couleur, avec des images d'illustration. Si cette histoire résonne en vous en ce moment, cliquez sur le bouton j'aime. Pas pour moi, mais pour toutes les fois où vous êtes resté silencieux alors que vous n'auriez pas dû. Et abonnez-vous si vous voulez assister au moment où je reprends les commandes, car cela arrive. Bon, où en étions-nous? Ah oui. 200 personnes qui rient. Ma sœur qui sourit bêtement au micro et mon téléphone qui pèse lourd dans ma main. Vanessa s'est penchée vers le micro, ne riez pas trop fort, elle risquerait bien de pleurer. La salle a de nouveau éclaté, plus forte encore. Quelqu'un à la table 6 a applaudi. Ma mère faisait tourner son vin dans son verre, le petit doigt levé, le genre de petit geste calculé qui me prouvait qu'elle était au courant pour la diapositive. Elle l'avait validée. Peut-être même avait-elle aidé à la concevoir. Mon père souriait. Pas d'un sourire cruel. Pire, un sourire d'autosatisfaction. Le sourire d'un homme qui avait passé 58 ans à fuir le moindre conflit en laissant les autres saigner à sa place. C'est juste une blague, ma chérie, m'a-t-il lancé à travers la salle, sur un ton détaché, comme s'il faisait un commentaire sur la météo. J'ai regardé l'écran. 6 mots. Chacun d'eux était un morceau de ma vie arraché, aplati, plastifié et projeté en haute définition pour que 200 inconnus le consomment avec leur champagne et leur toast aux crevettes. Stérile. Comme si les 2 années que j'avais passées à pleurer dans les cabinets de médecins n'étaient qu'une plaisanterie. Divorcé. Comme si le départ de Marcus était un défaut de mon caractère. Raté. Comme si survivre avec 83 $ en poche et une simple équivalence de diplôme était une honte. Les rires se sont calmés pour faire place à des chuchotements. Quelques personnes s'esclaffaient encore. La plupart s'occupaient déjà de faire resservir leur verre. Pour eux, c'était un divertissement, un intermède entre les amuse-bouches et le gâteau. Ils l'oublieraient dès le lundi, mais pas moi. Madame Whitfield a posé sa main sur mon épaule, chaleureuse et rassurante. Elle s'est approchée et m'a dit à voix basse, « Théa, tu n'es pas obligé de subir ça. » Je l'ai regardée. Puis j'ai regardé ma mère, toujours souriante. Mon père, toujours installé confortablement. Vanessa, tenant toujours le micro comme s'il s'agissait d'un trophée. Et je me suis dit, 15 ans. J'ai attendu 15 ans pour voir si cette famille pouvait changer. La réponse était là, sur cet écran. Je sentais 200 paires d'yeux fixés sur moi. Aucun de ces regards ne me voyait vraiment. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. Un message de Jolene, je regarde le direct de Tyler. Dis-moi quand tu veux. Je l'ai lu à 2 reprises. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du clavier. Autour de moi, la réception reprenait son cours. Le DJ a lancé un slow. Quelques couples se sont dirigés vers la piste de danse. Vanessa a rendu le micro au témoin du marié, qui triait nerveusement ses fiches. Le diaporama brillait toujours derrière la scène, ses 6 mots figés là parce que personne n'avait pris la peine de l'éteindre. J'ai regardé mon père. Il prenait le diaporama en photo avec son téléphone, en souriant comme s'il s'agissait d'un souvenir de vacances de famille qu'il voulait conserver. J'ai regardé ma mère. Elle se penchait vers la femme assise à côté d'elle, désignant l'écran du doigt, expliquant quelque chose. Je lisais sur ses lèvres, nous avons essayé de l'aider, mais elle a continué à s'autodétruire. J'ai regardé Frank Patterson, le père du marié. Il riait avec un homme que je ne connaissais pas, montrant nonchalamment l'écran. 2 hommes d'affaires amusés par les ruines d'une vie. Puis j'ai posé les yeux sur l'écran une fois de plus. Stérile, divorcé, raté, sans diplôme, ruiné, seul. Chaque mot était faux. Chaque mot était un mensonge que ma famille racontait depuis si longtemps qu'elle n'avait même plus vérifié s'il était vrai.
Et voilà qu'il le diffusait devant tous les notables de la ville, y compris 3 ou 4 personnes qui connaissaient le nom de Crestlin sans jamais l'avoir associé à moi. Si je partais en silence, ce serait la seule histoire dont tout le monde se souviendrait, Théa Lingrand, la sœur installée tout au fond, qui avait encaissé le coup avant de disparaître. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé 8 lettres, commence. Envoyer. J'ai posé l'appareil sur la table, écran face contre bois, et j'ai attendu. Rien ne s'est produit immédiatement. Le témoin était au milieu de son discours, racontant une anecdote sur la Ligue de football américain virtuelle de Derek et comparant le mariage au meilleur choix de recrutement. Rire poli. Vanessa se tenait désormais aux côtés de Derek, la main sur son bras, rayonnante. Le diaporama était toujours affiché, mais 6 mots se consumant en arrière-plan comme une tapisserie que personne n'avait la délicatesse d'enlever. Puis Vanessa a repris le micro. Elle n'en avait pas fini. Vous savez, Théa a essayé de préparer le dîner de Thanksgiving une fois, dit-elle, surfant sur l'énergie de l'assemblée. Elle a déclenché toutes les alarmes incendie de la maison. Les pompiers se sont déplacés. Papa a dû s'excuser auprès de 3 voisins. Nouveaux éclats de rire. Mon père hochait la tête, tout sourire. Ma mère s'essuyait les yeux comme si elle riait aux larmes. Je restais de marbre, les mains à plat sur la table, le souffle régulier. Madame Whitfield a murmuré, Théa. Attendez, ai-je répondu. Et c'est alors que l'écran a vacillé une fois, un bref écran noir semblable à une coupure de courant. Vanessa a jeté un regard en arrière. Oh, un petit souci technique. Elle a éludé la chose d'un rire et s'est tournée à nouveau vers les invités. Bref, comme je le disais. L'écran est devenu noir. Complètement noir. Plus de diaporama, plus d'images, plus de texte. 3 secondes de vide. L'atmosphère a changé. Les gens ont levé les yeux de leurs assiettes. Le groupe de musique s'est arrêté au milieu d'une note. Vanessa a tapoté le micro, allô ? Quelqu'un peut régler. L'écran s'est rallumé, mais ce n'était plus la même diapositive. Ce n'était plus mes 6 mots. C'était tout autre chose. Et pour la première fois de la soirée, ma sœur est restée sans voix. La première diapositive est apparue lentement sur l'écran. Un fond blanc épuré, une typographie professionnelle, aucune illustration bas de gamme, pas d'alliance brisée ni de berceau vide, juste une question, sans diplôme. Et en dessous, une photo, mon certificat d'équivalence du baccalauréat, GED, obtenu l'année de mes 18 ans. Juste à côté figurait un diplôme, licence en administration des affaires, obtenu avec mention, cum laude. Mon nom inscrit à l'encre noire bien au centre. Les chuchotements ont débuté sur le champ. Deuxième diapositive, ruiné. Le logo de Crestlin Property Development s'est affiché. Un design soigné bleu marine et blanc. En dessous apparaissait la mention, fondatrice et directrice générale. Plus bas encore se trouvait la modélisation architecturale de Maplewood Common, 40 logements sur 12 acres. Ce projet dont la moitié de la salle avait déjà entendu parler, mais que personne n'avait associé à la femme discrète de la table 14. À la table 3, un homme s'est penché en avant. Je l'ai reconnu, c'était Glenn Avery, un agent immobilier local. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il s'est tourné vers sa femme pour lui dire quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Troisième diapositive, ratée. Une photo, moi, debout derrière un pupitre, recevant le prix de la petite entreprise de l'année de la Chambre de commerce de Ridgemont. C'était 2 ans auparavant. J'avais une plaque de récompense en main, et Jolene m'applaudissait au premier rang. Personne de ma famille n'était présent. Personne ne l'avait su. Quatrième diapositive, seul. Une photo de groupe, moi entouré de toute l'équipe de Crestlin. 12 employés devant nos bureaux, tout sourire. Jolene se tenait à mes côtés, les bras croisés, avec l'air exact de quelqu'un de prêt à déplacer des montagnes pour vous sans qu'on lui demande. Le silence s'est fait dans la salle. Un silence de mort. Pas de ceux où l'on attend poliment la plaisanterie suivante. Mais celui où 200 personnes réévaluent entièrement tout ce qu'elles croyaient savoir. Vanessa est restée interdite sur la scène, le micro toujours à la main. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, mais aucun son n'en sortait. Le verre de vin de ma mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Je me suis levé. Ma chaise a grincé sur le parquet, et ce bruit a résonné dans toute la salle silencieuse comme une fissure sur du verre.
Toutes les têtes se sont tournées vers moi. 200 visages perplexes, gênés, ou pour quelques-uns, comme Madame Whitfield, me fixant avec ce qui ressemblait fort à de la fierté. Je me suis éloigné de la table 14 pour me diriger lentement vers la scène, sans précipitation ni théâtralité, simplement avec cette assurance que l'on acquiert après avoir passé 15 ans à mériter sa place. Je n'ai pas arraché le micro des mains de Vanessa. Je me suis arrêté à ses côtés pour parler. Le micro était toujours branché, fixé sur le pied entre nous deux, et il a retransmis chaque mot. 6 mots, ai-je dit. C'est ainsi que ma famille me définit. Je voulais vous en présenter 6 autres. La 5e diapositive est apparue derrière moi, survivante, diplômée, fondatrice, employeuse, debout, ici. Un soupir collectif a traversé l'assistance. Au fond de la salle, quelqu'un a murmuré « Oh mon Dieu !» Je me suis tourné vers ma sœur. Elle paraissait minuscule à présent, les projecteurs ne la mettant pas du tout en valeur. Je ne suis pas venu ici pour gâcher ton mariage, Vanessa. Je suis venu parce que je voulais croire que cette famille pouvait changer. J'ai marqué un temps d'arrêt. Tu viens de m'apporter la réponse. Ma mère s'est levée d'un coup. Théa, qu'est-ce que tu fais? C'est le jour de ta sœur. Je l'ai regardée, calmement, sans colère, c'est son jour, en effet. Et elle a choisi de le passer à m'humilier devant toutes nos connaissances. C'était sa décision, pas la mienne. Derek fixait Vanessa, la mâchoire serrée, les mains à plat sur la table. Il n'était pas au courant. Je le voyais à la façon dont son regard passait de l'empreinte du premier diaporama à celle du nouveau sur l'écran. Il lui a murmuré quelques mots à voix basse, d'un ton sec. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas gâché ton mariage, Vanessa. C'est toi qui as utilisé ton mariage pour essayer de me détruire. La nuance a son importance. Frank Patterson fut le premier dans la salle à faire le calcul. Il était installé à la table d'honneur, un verre de bourbon à la main, affichant le sourire satisfait d'un homme dont l'entreprise de construction venait de décrocher le plus gros contrat de son histoire. Mais lorsque le logo de Crestlin est apparu à l'écran, bleu marine et blanc, le même logo qui figurait sur chaque courriel que Jolene lui avait envoyé ces 4 derniers mois, son sourire s'est évanoui. Il s'est levé d'un bond, sa chaise heurtant la table derrière lui. « Attendez une minute », lança-t-il d'une voix assez forte pour couvrir les murmures. Crestlin. C'est vous qui êtes derrière Crestlin. Je me suis tourné vers lui, je m'appelle Théa Lingrand. Je suis la propriétaire de Crestlin Property Development. Et oui, Maplewood Common est bien mon projet. Les murmures se sont transformés en une véritable rumeur. Les gens se penchaient les uns vers les autres, faisant le lien à voix haute, Crestlin. C'est le projet de Maplewood. Le contrat de Frank. C'est elle qui possède la boîte. Le visage de Frank est passé du blanc au gris. Il a regardé ma mère et sa voix a résonné comme un crissement de gravier. Vous étiez au courant, Gloria? Vous le saviez et vous avez laissé faire ça? La bouche de ma mère s'est ouverte sans qu'aucun son ne sorte. Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée. Vous ignoriez que votre propre fille dirigeait une entreprise de plusieurs millions? Elle ne nous a jamais rien dit. Peut-être, a répliqué Frank d'une voix basse et menaçante, que vous ne lui avez jamais demandé. Derek s'était levé lui aussi. Il a regardé Vanessa, puis son père, puis l'écran où brillait toujours le logo de Crestlin. Son visage ressemblait à celui d'un homme qui voyait son mariage se transformer en scène de crime. Mon père, quant à lui, restait assis. Aidé puis glace down. Ses mains étaient sur ses genoux. Il paraissait vieux. Pas simplement fatigué, mais pris au piège. L'air d'un homme qui n'avait plus aucun endroit où se cacher. Le téléphone de Frank a vibré. Il l'a sorti de la poche de sa veste, tout en continuant de me fixer, et a jeté un œil à l'écran. J'ai vu son visage se décomposer instantanément, comme si on l'avait vidé de son sang. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « Regardez vos courriels, monsieur Patterson. » Il l'a ouvert. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour savoir ce qu'il contenait. Jolene l'avait envoyé à 21h47 précise, comme convenu, une notification officielle de Crestlin Property Development indiquant que la lettre d'intention pour le projet Maplewood Common était retirée. Motif invoqué, réévaluation de la pertinence du partenariat. Frank l'a lu à 2 reprises, puis une 3e fois. Sa main tremblait légèrement.
Vous ne pouvez pas faire ça, lança-t-il d'une voix brisée. Nous avons déjà embauché 8 ouvriers supplémentaires. Nous avons versé des acomptes pour les matériaux. 120 000 $. Une lettre d'intention n'est pas un contrat exécutoire, monsieur Patterson. Votre avocat vous l'aurait confirmé avant que vous n'engagiez des fonds sur un accord non signé. C'est personnel. Non. L'épouse de votre fils vient de projeter mes expériences les plus douloureuses sur grand écran pour amuser la galerie. Décider de ne pas faire affaire avec cette famille n'a rien de personnel. C'est simplement de la prudence professionnelle. Vanessa a agrippé le bras de Derek, elle est en train de tout détruire. Fais quelque chose. Derek s'est dégagé lentement, de manière délibérée. Il l'a regardé et a dit, d'une voix assez basse pour que seules les tables voisines l'entendent, « Tu m'aviez dit que ce diaporama était juste une plaisanterie inoffensive, Vanessa. » Pour la première fois de la soirée, Vanessa est restée sans voix. Ma mère s'accrochait au bord de la table. Elle a tenté de parler, espèce d'ingrate. Après tout ce que nous. Mais mon père a tendu le bras et a posé sa main sur son poignet, « Gloria, arrête. » C'était la première parole utile qu'il prononçait en 15 ans. C'est alors que Madame Whitfield s'est levée. Sans se presser. Elle a reculé sa chaise, a ajusté son blazer et s'est dirigée vers le devant de la scène avec cette autorité tranquille qui s'acquiert après des décennies passées à enseigner à des adolescents à s'asseoir et à écouter. Les invités se sont écartés pour la laisser passer, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle était Carol Whitfield, un nom respecté dans cette ville. Si vous me permettez un instant, dit-elle, sa voix portant sans même l'aide d'un micro. Je m'appelle Carol Whitfield. Je siège au conseil municipal, et j'ai eu Alain Grand comme élève dans mon cours d'anglais avant qu'elle ne doive quitter l'école. Elle a regardé ma mère bien en face, « Gloria, je me souviens que vous m'avez raconté, ainsi qu'à la moitié de l'association des parents d'élèves, que Théa avait abandonné ses études parce qu'elle était têtue, parce qu'elle refusait qu'on l'aide. » Elle a marqué un temps d'arrêt, laissant le silence faire son effet. À Berge, j'ai enseigné à cette jeune fille. C'était la meilleure plume de ma classe. Elle rendait tous ses devoirs en avance. Elle restait après les cours pour corriger ses rédactions. Elle n'est pas partie par entêtement. Elle est partie parce qu'elle y a été contrainte. Le visage de Gloria s'est crispé. Madame Whitfield s'est tournée vers l'assistance, j'ai également siégé au comité d'examen du conseil lorsque Crestlin a soumis le projet de Maplewood Common. Je peux vous assurer que c'est l'un des plans de développement les plus rigoureux et les plus respectueux de la communauté que notre ville ait jamais examiné. Elle m'a regardé avec des yeux bienveillants, et j'ai senti une carapace se briser dans ma poitrine, cette part de moi que j'avais gardée verrouillée pendant 15 ans. Certaines choses parlent d'elles-mêmes, ajouta-t-elle. Et certaines personnes aussi. Quelques invités ont commencé à applaudir. D'abord timidement, puis de plus en plus nombreux. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements ni une ovation debout, juste assez pour me faire comprendre que ces 200 personnes avaient cessé de rire et commençaient à m'écouter. Pour la première fois de la soirée, mes yeux se s'embrumèrent. Merci, Madame Whitfield. Elle a fait un léger signe de tête, comme pour signifier que l'affaire était classée, et s'est rassise. Je aime que beaucoup d'entre vous veulent connaître la suite des événements, la réaction de ma famille, le sort de Patterson Construction, ou si Vanessa a fini par s'excuser. Je vous promets que nous y arrivons. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une chose, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui se retrouve toujours installé à la table 14, la personne dont on se moque toujours, celle que l'on oublie systématiquement, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre nous comprend suffit à illuminer une journée. Et c'est gratuit. Le lien est juste là. Très bien, continuons. J'ai récupéré ma pochette sur la table, j'y ai glissé mon téléphone, j'ai réajusté ma robe, puis je me suis dirigé vers la sortie. Sans courir, sans faire d'esclandre. Je marchais de la même manière qu'à mon arrivée, le dos droit, le menton haut, mes talons claquant sur le parquet à un rythme qui signifiait clairement que je partais selon mes propres règles. Ma mère m'a rattrapé au vestiaire. Théa. Sa main a saisi mon coude. Ses doigts étaient glacés. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Tu es en train de détruire notre famille. Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardé en face. De quelle famille parles-tu, maman? Celle qui a projeté 6 mots sur mes pires épreuves sur un écran de 60 pouces, ou celle qui ne m'a pas appelé une seule fois lors de mon divorce, sans jamais prendre la peine de savoir si j'allais bien? J'ai essayé.
Je t'ai appelé une fois. Tu m'as dit, je te l'avais bien dit. Ce n'est pas essayé. Son menton a tremblé. J'ai tout sacrifié pour vous, mes filles. Tu as sacrifié mon fonds d'études au profit de Vanessa. Ce n'est pas tout sacrifié. C'est un choix. Et ce soir, vous avez fait un autre choix. Mon père est apparu derrière elle, la cravate desserrée. Il ressemblait à un homme auquel on viendrait d'annoncer que sa maison brûle, mais qui ne trouve pas la sortie. Théa, s'il te plaît, nous pouvons en parler en famille. J'ai posé les yeux sur lui, cet homme qui avait passé toute mon enfance à préférer son confort plutôt que de me défendre. Tu as eu 15 ans pour parler, papa. Tu as choisi le silence à chaque occasion. Ce soir, c'est moi qui le choisis. Je me suis retourné et j'ai continué à avancer, franchissant les portes battantes, passant devant le voiturier pour rejoindre le parking. Sous un air frais et un ciel étoilé qui se moquait bien de tout cela. Derrière moi, la musique s'était arrêtée. La réception était terminée, à tous les niveaux. J'ai atteint ma voiture avant que mes mains ne se mettent à trembler. Pas de grand tremblement, mais un frémissement discret, celui qui survient lorsque le corps réalise enfin ce que l'esprit vient d'accomplir. Je me suis assise sur le siège conducteur, le moteur éteint, fixant le volant. Le parking était à moitié vide. À l'intérieur du club, j'apercevais des silhouettes s'agiter derrière les rideaux des fenêtres. Des invités debout, qui discutaient et faisaient de grands gestes. Le genre d'effervescence qui se produit lorsqu'une réception de mariage tourne au scandale dont tout le monde parlera pendant des années. J'ai appelé Jolene. Elle a décroché immédiatement. C'est fait. Le retrait de la lettre d'intention est parti à 21h47. Bill a mis le cabinet de leur avocat en copie pour archivage. Tout est en règle. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Théa, tu es là. Je suis là. Ça va? J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux. Le parking était calme, à l'exception d'un grillon dans l'air et des basses lointaines de la musique que le DJ avait apparemment relancée, comme si du champagne et un rythme entraînant pouvaient effacer ce qui venait de se produire. Ça va, ai-je répondu. Pour la première fois depuis 15 ans, je crois que ça va vraiment. Tant mieux. Un silence. Tu veux manger un morceau? Je connais un restaurant de faux ouvert jusqu'à 23h. J'ai ri. Un rire un peu rauque et surpris, comme s'il était resté caché dans un coin poussiéreux et oublié. Mon premier vrai rire de la soirée. Oui, je veux bien. J'ai démarré, je suis sorti du parking sans accorder un regard au club, sans chercher dans le rétroviseur si quelqu'un me courait après. Personne ne le faisait. Mon téléphone s'est éclairé sur le siège passager. Un message de Derek Patterson, je suis désolé. Je n'étais pas au courant pour le diaporama avant qu'il ne passe. J'aurais dû l'arrêter. Je l'ai lu une fois, j'ai reposé le téléphone et j'ai continué à conduire. Dans une petite ville, les nouvelles ne circulent pas, elles explosent. Le dimanche matin, moins de 12 heures après avoir quitté ce parking, mon téléphone affichait 43 SMS de numéros inconnus, 11 appels manqués et une notification Facebook m'apprenant que le forum communautaire d'Oak Ridge comptait 217 nouveaux commentaires sous une publication intitulée « Quelqu'un d'autre a vu ce qui s'est passé au mariage Patterson un grand hier soir ?» Je n'ai pas lu les commentaires. C'est Jolene qui s'en est chargée. Elle m'a appelé à 8 heures, un café dans une main et son téléphone dans l'autre, me lisant les meilleurs passages à haute voix à la manière d'un commentateur sportif. Bon, écoute celui-là, Gloria Lingrand m'a dit il y a 3 ans que Théa avait abandonné le lycée parce qu'elle était trop paresseuse pour étudier. Il s'avère que c'est elle qui possède Crestline. J'ai acheté ma maison dans un de leurs lotissements. J'ai serré la main de Jolene lors de la signature. C'était sa boîte. Un autre, j'étais à la table 9. J'ai ri en regardant ce diaporama. J'en ai la nausée maintenant. Et cette perle, cela fait 15 ans que Gloria bave sur le dos de cette fille. Toute la ville sait désormais qui est la véritable ratée. J'ai remué mon café sans un mot. Ce n'est pas tout, ajouta Jolene. Loin de là. Les gens racontent leurs propres anecdotes sur ta mère. Apparemment, elle racontait à Brenda Walsh, lors de la vente de gâteaux de la paroisse, que tu étais pratiquement sans abri et que tu vivais des aides sociales. J'avais simplement bénéficié d'une bourse d'études pour l'université, ce qui revenait au même pour Gloria. Ma maman m'a appelé cette fois ce dimanche-là.
J'ai laissé tous ces appels basculer sur ma messagerie. Elle a laissé 2 messages. Le premier était furieux, tu devais régler ça, Théa. Les gens parlent. Le second, 1 heure plus tard, était plus calme, rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Le lundi matin, Frank Patterson a appelé sur la ligne directe de Jolene à 7h02, avant même que le café ne soit prêt. J'ai besoin d'un rendez-vous avec la propriétaire de Crestlin aujourd'hui même. Jolene a gardé un ton neutre, Mademoiselle Lingrand vous contactera dès qu'elle sera disponible. Disponible? J'ai 8 nouvelles recrues qui attendent sur un parking sans aucun chantier où se rendre. J'ai 120 000 $ d'acompte non remboursable engagé sur les matériaux. Vous direz à Mademoiselle Lingrand que la disponibilité ne va pas suffire. Je comprends votre mécontentement, Monsieur Patterson, mais une lettre d'intention ne constitue pas un engagement contractuel. Votre conseiller juridique vous le confirmera. Nous vous recontacterons. Elle a raccroché. Frank l'a très mal pris. Dès le mardi, le bruit courait en ville que Patterson Construction était aux abois. Le contrat de Maplewood représentait l'essentiel de leur activité pour l'année entière. Sans lui, Frank se retrouvait incapable de verser les salaires et de récupérer ses acomptes. Il avait vu trop grand, embauché du personnel, commandé du bois de charpente, loué du matériel, le tout sur la foi d'un accord non signé. C'était l'erreur de Frank, pas la mienne. Il a appelé mon père cet après-midi-là. Je l'ai su parce que Ray m'a appelé 1 heure plus tard, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Théa, Frank Patterson est en train de devenir fou. Tu dois revenir sur ta décision. Je n'ai rien à faire, papa. Il parle d'engager des avocats. Il n'a aucun recours et il le sait pertinemment. Une lettre d'intention n'est pas un contrat. Un silence s'est installé, puis, cela va détruire le mariage de ta sœur. Non, papa. C'est le fait que Vanessa projette mes problèmes de fertilité sur grand écran lors de sa propre réception qui détruit son mariage. J'ai simplement arrêté de le subventionner. Il a raccroché sans me saluer. Au moins, cette partie-là ne me dépaysait pas. Derek s'est installé dans la chambre d'amis cette semaine-là. La lune de miel a été reportée Sindai. Le mercredi soir, j'étais assise à ma table de cuisine avec une pile de propositions d'entrepreneurs sous les yeux. Les frères Hargrove de Ridgemont avaient soumis une excellente offre pour Maplewood lorsque l'on a sonné à la porte. Ma mère se tenait sur le porche, sans maquillage, les cheveux retenus par une pince. Elle paraissait 10 ans de plus que le samedi précédent. Nous devons parler, dit-elle. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis sorti sur le porche et j'ai refermé la porte derrière moi. Frank Patterson menace d'ébruiter l'affaire. Il prétend que tu as saboté son entreprise. Frank s'est trop engagé sur un contrat non signé. Ce n'est pas du sabotage, c'est un manque de prévoyance. Je ne te parle pas de questions juridiques, Théa, dit-elle d'une voix chevrotante. Je te parle de la famille. La famille? J'ai laissé planer ces mots. Maman, tu as aidé à concevoir un diaporama qui me qualifiait de stérile devant 200 personnes. Tu es mal placé pour invoquer la famille aujourd'hui. Ses yeux sont devenus rouges. Je ne savais pas que ce serait ainsi. Si, tu le savais. Vanessa t'avait tagué dans le groupe de discussion lorsqu'elle le préparait. J'ai vu les captures d'écran. Elle est restée interdite. Ce genre de réaction qui survient lorsqu'une personne réalise que sa version des faits vient d'être réduite à néant sous ses yeux. Vanessa m'a envoyé. Elle disait que c'était juste quelques plaisanteries. Tu as vu les mots, maman. Tu les as validés. Tu étais assise dans cette pièce, et tu as souri. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, peut-être, ou bien de celles qu'elle avait appris à feindre au fil des décennies, ces pleurs qui surgissaient dès que la discussion s'approchait un peu trop de sa responsabilité. Maman, ai-je poursuivi d'une voix posée. Je ne te déteste pas, mais je ne peux plus te laisser agir ainsi. C'est une limite que je pose, et cette fois-ci, elle ne bougera pas, j'ai fait un pas en arrière pour rentrer chez moi et j'ai refermé doucement la porte. Sans claquer, juste un léger clic. Certaines limites n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être comprises. Le jeudi, mon téléphone a sonné à midi. Vanessa. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose en moi de la curiosité, de la fatigue, ou peut-être la toute dernière étincelle de sororité qui n'avait pas encore été étouffée m'a poussé à répondre.
Sa voix était éteinte, dépouillée de tout artifice. Derek a pris contact avec un avocat spécialisé dans les divorces. Tu le savais? Non. Eh bien, c'est le cas, et c'est par ta faute. À cause de ce que tu as fait à la réception. Tu es satisfaite maintenant? Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Le fils de mon voisin faisait des ronds à vélo sur le trottoir, sans le moindre souci du monde. Derek consulte un avocat parce qu'il a découvert que sa femme s'était amusée à humilier sa propre sœur lors de leur mariage. Ce n'est pas à cause de moi, Vanessa. C'est à cause de toi. C'était une blague. Stérile, divorcée, ratée. J'ai prononcé chaque mot lentement, de manière délibérée, de la façon exacte dont ils avaient été projetés sur cet écran. Ce ne sont pas des blagues. Ce sont les pires drames que j'ai traversés. Et tu en as fait des éléments de décoration pour amuser 200 personnes. Un silence s'est installé au bout du fil, puis elle a dit d'une voix plus basse, « Il faut toujours que tu te poses en victime. » Je ne suis pas la victime, Vanessa. Je suis la personne qui a fini par quitter la pièce. Un silence. Et je ne reviendrai pas, alors c'est tout? Tu vas simplement nous rayer de ta vie? Je ne vous raye pas de ma vie. Je prends mes distances. Il y a une différence. Tu pourras m'appeler le jour où tu seras prête à me parler comme à un être humain, et non comme à une cible de moquerie. D'ici là, j'ai une entreprise à faire tourner et une vie qui n'implique pas de s'asseoir à la table 14. J'ai raccroché. Dehors, l'enfant sur son vélo a fait un signe de la main à une voiture qui passait. Un instant simple, ordinaire, le genre de moment que j'avais passé 15 ans à essayer de mériter. 3 mois plus tard, vêtu d'un casque de chantier, je contemplais les 12 acres de terrain dégagés, observant une excavatrice creuser les premières fondations de Maplewood Common. Les frères Hargrove, de Ridgemont, avaient signé le contrat dans les 2 semaines suivant notre premier contact. C'était une entreprise familiale, 3 frères, une équipe solide et cette réputation de confiance basée sur une simple poignée de main, celle-là même que Frank Patterson possédait avant de commencer à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas encore gagné. Ils s'étaient montrés moins gourmands que prévu dans leur devis et en avance sur les délais de réalisation. Jolene se tenait à mes côtés, un porte-document à la main, des lunettes de soleil sur le nez, regardant les machines s'activer avec la satisfaction de quelqu'un qui attendait ce moment depuis que nous avions signé notre premier bail pour une maison saisie à Elmdale, 5 ans plus tôt. Tu sais quoi, dit-elle. C'est notre plus beau projet. Le meilleur projet, le meilleur moment, et la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce qui n'allait pas chez l'ancienne version? Rien du tout. L'ancienne version a construit cette entreprise. La nouvelle va pouvoir en profiter. J'ai souri. Elle avait vu juste. Le chantier de Maplewood bruissait du vrombissement des moteurs diesel et des consignes lancées à haute voix. Les camions toupies s'alignaient sur la voie d'accès. Dans 6 mois, les fondations seraient terminées. Dans 12 mois, des maisons s'élèveraient là. Des familles emménageraient, aménageraient des jardins, se disputeraient avec les voisins sur la hauteur des clôtures, sans jamais se douter que la femme à l'origine de tout cela avait un jour empaqueté ses affaires dans un unique sac et quitté la maison familiale avec seulement 83 $ en poche. Je n'ai pas bloqué les numéros de téléphone de mes proches. Je n'ai pas rédigé de manifeste ni publié de déclaration officielle. J'ai simplement cessé de répondre. Les limites ne ressemblent pas toujours à des murs. Parfois, elles prennent la forme d'un silence. Un silence choisi, et non subi. Jolene m'a poussé du coude, on va déjeuner? Avec plaisir. 4 mois après le mariage, mon père m'a appelé. J'étais installé sur mon porche avec une tasse de camomille et un roman de poche que je tentais de finir depuis 3 semaines. Le soleil était bas, allongeant les ombres à travers le jardin. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran et j'ai failli reposer le téléphone. Mais l'heure tardive 19h15 un mardi soir, ce genre d'instant où un homme n'a plus d'excuses pour appeler et se retrouve face à la vraie raison m'a incité à décrocher. Théa. Bonjour, papa. Un long silence. J'entendais sa respiration. La télévision était éteinte en arrière-plan, ce qui était tout à fait inhabituel chez lui. Mon père la laissait toujours allumée, c'était son rempart. Je ne t'appelle pas pour le contrat, dit-il. D'accord. Une autre pause, plus longue encore. Je t'appelle parce que je dois te dire quelque chose que j'aurais dû formuler il y a bien longtemps. Sa voix était lourde, sans fioriture ni préparation,
simplement sincère hélas. Je suis désolé pour tout cela. J'ai posé ma tasse sur la rambarde, observant un rouge-gorge sautiller sur la pelouse. Je t'entends, papa. Est-ce que tu peux me pardonner? J'y ai réfléchi. Longuement. Pas avec ce, bien sûr, machinal que les familles utilisent pour masquer les blessures. Pas avec cette absolution de façade qui permet à chacun de tourner la page sans se remettre en question. Je ne sais pas encore, ai-je dit, mais je te remercie pour ton appel. Il est resté silencieux un instant. C'est bien normal. Oui. J'ai vu le projet de Maplewood dans le journal la semaine dernière, en première page du Ridgemont Courrier. Je l'ai vu aussi. Je suis fier de toi, Théa. Ces mots ont résonné tout au fond de moi, dans un espace que j'avais verrouillé depuis bien longtemps. Ils ne réparaient rien, ils n'effaçaient pas ces 15 années, mais ils étaient sincères, et je me suis permis de les accueillir. Merci, papa. Nous avons raccroché. Pas d'embrassade, pas de promesses, juste la vérité. Tardive, mais entière. Je suis installé sur mon porche au moment où je vous confie tout cela. Même porche, même tasse de camomille. La lumière possède cette teinte dorée de fin d'après-midi qui donne à chaque instant des airs de souvenir, alors même qu'il se déroule sous nos yeux. 6 mots. C'est ainsi que ma famille me voyait. Stérile, divorcé, raté, sans diplôme, ruiné, seul. Ils ont affiché ces mots sur un écran géant devant toutes mes connaissances d'enfance. Ils ont transformé mes souffrances en jeux de société, servis entre l'entrée et le dessert. Mais voici ce que je tiens à vous dire. Et je ne cherche pas à vous faire la morale, car je déteste cela autant que vous. Je vous le dis parce qu'il m'a fallu 15 ans pour le comprendre, et que vous traversez peut-être vous-même vos propres 15 années en ce moment même. Les étiquettes ne sont pas des vérités absolues. Ce sont simplement des histoires que d'autres racontent lorsqu'ils ne prennent pas la peine de s'intéresser à la vôtre. Je n'ai jamais été une ratée scolaire. J'étais une adolescente de 17 ans dont les parents avaient préféré privilégier sa sœur. Je n'ai jamais été une ratée dans la vie. J'étais une femme que la vie a mise à terre plus de fois qu'on ne peut le compter, et qui s'est toujours relevée parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je n'ai jamais été seule. J'avais Jolene. J'avais Madame Whitfield. J'avais 12 collaborateurs qui se présentaient chaque matin au travail parce qu'ils croyaient en notre projet. Et stérile? C'est une réalité médicale avec laquelle je compose. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une arme, et ce n'est certainement pas ce qui me définit. Si vous m'écoutez et que quelqu'un dans votre vie s'amuse à vous coller des étiquettes, que ce soit lors des repas de famille, des réunions ou des mariages, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de leur accord pour vous en lier. Votre valeur ne dépend pas de leurs critères. Voici mes 6 mots à moi, survivante, diplômée, fondatrice, employeuse, debout, ici. Voici quelques nouvelles, car je me doute que vous vous posez la question. Patterson Construction a perdu le chantier de Maplewood, et le coup a été très dur. Frank a dû se séparer de 5 de ses 8 nouvelles recrues. Il répète à qui veut l'entendre au Rotary Club que le petit numéro de ma mère lui a coûté la plus belle affaire de sa carrière. Gloria et lui ne s'adressent plus la parole depuis le mois d'octobre. Cette alliance sur laquelle ma mère avait échafaudé ses projets de retraite s'est effondrée avant même que le gâteau de mariage ne soit découpé. Vanessa et Derek ont entamé une thérapie de couple. Derek a quitté le domicile conjugal une fois au cours des 3 premiers mois, s'installant chez un ami d'université pendant 2 semaines. Ils sont toujours ensemble officiellement, mais d'après ce qui se murmure, le mot « confiance » revient très souvent au cours de leurs séances. Vanessa a perdu son emploi à temps partiel dans une boutique du centre-ville. La propriétaire, Hélène, figurait parmi les invités du mariage. Elle a signifié à Vanessa qu'elle ne souhaitait pas ce genre d'état d'esprit dans son établissement. Ma mère a changé de paroisse, ses anciens paroissiens ayant eu vent de toute l'histoire. Les petites villes ne gardent pas les secrets, elles les propagent. Et Gloria a éprouvé de grandes difficultés à organiser le marché de Noël lorsque la moitié des bénévoles refusaient de répondre à ses appels. Elle s'est inscrite dans une église de Ridgemont. Nouveau départ, nouveau public. Mon père a pris sa retraite de manière anticipée. Il m'envoie un SMS toutes les quelques semaines. Des messages courts, sans exigence, j'ai vu la charpente de Maplewood monter. C'est du beau travail. Ou bien, j'espère que tu te nourris bien. Je ne réponds pas systématiquement,
Mais je ne les efface pas non plus. Quant à moi, Crestlin poursuit son développement. Nous avons lancé les travaux d'un deuxième lotissement en février, et j'ai mis sur pied un programme de parrainage pour aider les jeunes femmes à se reconstruire après des coups durs. Je l'ai baptisé « Fondation Forward », aller de l'avant, car c'est la seule direction qui compte. Je ne ressens pas de haine envers ma famille. J'ai simplement assez d'estime pour moi-même pour ne plus accepter de m'asseoir à la table 14. Et je crois que c'est cela qui change tout. Voilà mon histoire. Et si vous êtes resté jusqu'à la toute fin, je vous dis merci. Sincèrement. À présent, j'ai une question à vous poser, si vous deviez choisir 6 mots pour vous définir, 6 mots vrais, et non pas les étiquettes que d'autres vous ont collées, quels seraient-ils? Écrivez-les dans les commentaires. J'ai l'intention de lire chacun d'entre eux. Et si ce récit vous a rappelé que vous avez le droit de fixer vos limites, le droit de quitter les tables qui n'ont pas été dressées pour vous, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe bien d'autres récits de ce genre. Consultez la liste de lecture dans la description pour en découvrir davantage. À bientôt pour la suite.